Volta, un des sols les plus arides de l'Afrique, mais l'un des plus peuplés, 5 millions d'habitants. Donc l'un des plus bas niveaux de vie du monde, pour un peuple particulièrement dur à la peine. Au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Tout n'est que urgence. Les mesures que nous souhaiterions prendre, nous ne les avons pas prises parce qu'il nous manque les moyens. Vous savez, notre budget, c'est pratiquement un budget de fonctionnement, ce n'est pas un budget d'investissement. Et quand on parvient à dégager quelques crédits pour l'investissement, les investir dans des domaines susceptibles de rapporter quelque chose. Ce qui veut dire que des départements comme la santé sont pratiquement délaissés. On fait des efforts, mais les efforts ne peuvent pas suivre. Il faut que nous en soyons intimement convaincus. Le peuple voltaïque lui-même est non seulement capable de savoir, de décider et de comprendre ce qui est conforme à ses intérêts, mais il est en outre capable de construire lui-même et de ses propres mains les fondements matériels de son avenir. Mais pour y arriver, il faut non seulement qu'il ait raison de placer sa confiance dans le gouvernement, mais aussi et surtout
que le gouvernement lui fasse confiance. Confiance en sa sagesse, confiance en sa perspicacité, confiance en son intelligence et en ses capacités, confiance en son esprit de sacrifice. Nous ne devons pas craindre les masses et nous barricader dans des bureaux climatisés pour penser lourdement à sa place avec les pesanteurs petites bourgeoises, sans tenir compte de lui et de ses conditions concrètes de vie et de travail. Nous ne connaissons pas d'homme, au sens moderne du terme, depuis que l'homme a quitté les grottes, qui ne veuille pas d'un abri décent. Et cet abri décent, il faut que nous arrivions à le donner au peuple. Vous savez très bien comment la spéculation immobilière a fait des richissimes en Haute-Volta. Des richissimes qui, par des trafics d'influence, par toutes sortes de relations, sont arrivés dans le commerce des terrains, dans les locations de villas, à se bâtir des fortunes colossales, au détriment de la grande majorité, du plus grand nombre, qui, lui, est obligé d'être à la merci des marchands de sommeil. Ainsi donc, nous attaquer au lotissement urbain, c'est pour nous permettre au peuple voltaïque de résoudre une question fondamentale, celui du logement. Mais c'est aussi pour nous une façon de briser le monopole que certains hommes d'affaires, que certains riches, certains puissants d'hier s'étaient taillés. Les voltaïques auront à produire, à participer à la production agricole, plus tard industrielle, et d'une manière générale à la vie économique. Et déjà, nous enregistrons des succès, des résultats très positifs dans toutes les casernes, répondant à un mot d'ordre que nous avions lancé il y a un certain nombre, il y a quelques mois. Les militaires se sont mis à construire des poulaillers et procèdent à un élevage des poulets qui est de plus en plus intéressant. Quelle était la consigne pour les soldats? La consigne était un quart de poulet par militaire et par semaine. C'est un minimum. Nous savons que si ce quart de poulet par militaire et par semaine est réalisé, il y a une amélioration de l'alimentation. Il y a aussi un désintéressement de cette couche de salariés réguliers que sont les militaires par rapport au marché du poulet, de la volaille, ce qui va nécessairement baisser le prix de la volaille pour d'autres clients que sont les civils. Et puis, l'effet d'entraînement, c'est que le militaire qui le fait pour lui-même, qui le fait parce que son chef lui a donné l'ordre de le faire, sera tenté de le faire pour lui-même à domicile. Et puis, forcément, cela fera tâche d'huile. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, parce que le Burkina est à 750 000, va aller vers 800 000 tonnes de coton. C'est pratiquement le premier producteur africain. Donc, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est plutôt des investisseurs pour nous aider à transformer ce coton. Ouais, parce qu'avec de la transformation, il y aura une valeur ajoutée plus grande pour notre économie. Durant les tournées que nous avons effectuées à l'intérieur du Burkina, nous avons vu que nous avons des zones au Burkina Faso où les conditions hydriques sont telles que ce sont des zones qui sont favorables à l'agriculture. Et nous devons renforcer les capacités de production dans ces zones-là, plus que dans d'autres, parce que les conditions y sont. Et ces zones suffisent largement à assurer l'autosuffisance du Burkina Faso. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement, premièrement, de doter nos agriculteurs de moyens de production modernes pour leur permettre d'étendre leur capacité de production. Ont-ils assez de terre? Aujourd'hui, il y a beaucoup de la terre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup continuent à cultiver à la daba ou à la charrue, etc. Nous pensons qu'il faut moderniser, il faut améliorer. Nous avons déjà dit qu'il faut améliorer également la qualité des sols. Il y a déjà tout le travail qui est fait à travers les fibres organiques, mais nous avons dit que les intrants agricoles, il faut travailler également à réduire le coût de ces intrants, quitte à faire en sorte d'installer au Burkina Faso une usine de fabrication, justement, parce que nous avons du calcaire également,
il y a la possibilité de faire des engrais pour permettre de contribuer à améliorer. Au Burkina Faso, le secteur minier connaît une croissance considérable ces dernières années. De 1,691 milliards de francs CFA en 2007, les recettes minières sont passées à 189,983 milliards de francs CFA en 2016. De 2008 à 2015, les mines ont contribué à hauteur de 1100 milliards de francs CFA au trésor public pour environ 144 tonnes d'or. Nous sommes ici sur le site d'orpaillage de Dikondi, à quelques encablures de la ville de Gaoua. C'est la capitale de la région du sud-ouest et chef-lieu de la province du Poni, devenu un site à ciel ouvert, tant l'orpaillage a pignon sur rue. Ils sont plus d'une centaine de personnes chaque jour à creuser, concasser et laver pour trouver de l'or dans une certaine vie communautaire, explique Yaya Traoré, alias Koroba, orpailleur. L'or a fait beaucoup de choses. Beaucoup, ils ont gagné, ils ont payé des voitures même, des motos. Moi-même, seulement j'ai payé des motos. Je suis en train de construire même. Ici, si on trouve que quelqu'un qui est malade, on fait réunion. Chacun n'a qu'à donner contribution. On va prendre la personne là, aller à l'hôpital soigner. Quand on va concasser comme ça, aller à la machine, écraser, venez laver, on met au mot et puis on mélange. Ça devient comme banco. Nous avons décidé de créer l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Et cette agence, le travail que va faire l'agence doit rejoindre un travail que le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi est en train aussi de développer. Si vous avez suivi ces derniers temps, nous avons lancé à Fada donc les bureaux qui doivent s'installer dans nos universités pour essayer de recanaliser nos étudiants vers l'emploi, la formation donc pour l'emploi. Ici, ce matin, nous sommes là donc pour lancer un appel à tous les Burkinabés, qu'ils soient sur le territoire ou de la diaspora, pour souscrire massivement à ce projet. Parce que l'avenir du Burkina, ne rêvons pas, ça ne viendra pas d'ailleurs. C'est nous qui devons l'inventer, c'est nous qui devons créer cet avenir, l'entretenir et nous approprier cela. J'invite donc tout le monde à souscrire massivement, à nous permettre de créer nos entreprises, à nous approprier nos entreprises. Et d'ailleurs, je pense que c'est à cela que nous allons mieux les entretenir. Et qui d'autre pourra travailler dans ces entreprises que nous-mêmes? Voilà pourquoi le ministère de la Jeunesse se bat aussi à orienter, parce que la réforme qui va suivre, il s'agit de reformer le système. Quand j'écoutais tout de suite la capsule, je vous ai vu rire à l'intervention de l'étudiant. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut canaliser les gens vers donc l'emploi professionnel. Ces entreprises, ces usines, cette mécanisation de l'agriculture, il n'y a pas mieux que nous qui pouvons nous former à certains domaines bien précis pour entretenir tout ce qu'il y aura comme machinerie, pour produire tout ce que nous avons besoin et pour travailler donc dans ces entreprises. Donc voilà pourquoi ces deux doivent marcher ensemble. Le projet donc du ministère de la Jeunesse et l'APEC. L'APEC a fait appel donc à une société coopérative qui a fait ses preuves, qui a une bonne expérience donc dans le domaine et qui, avec qui plutôt nous avons échangé pour qu'il puisse accompagner et soutenir dans un élan patriotique pour que le Burkina Faso puisse passer donc à un nouveau modèle économique.